Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce débat consacré aux élections municipales. Ce soir, nous sommes à Tulle pour une émission de 52 minutes enregistrée dans le petit forum du théâtre. À l'intérieur, les 4 têtes de liste nous attendent. Elles vont nous expliquer pourquoi elles sont candidates à cette élection, quel est leur programme en matière de sécurité, d'attractivité et d'environnement. Les enjeux des élections municipales à Tulle, c'est tout de suite, juste après ce générique. Autour de cette table, à nos côtés, Bernard Combe, le maire sortant pour la liste d'hiver gauche, le pouvoir d'agir. Bonsoir. Bonsoir madame. Laurent Melin pour la liste d'hiver droite Tulle, l'énergie qui nous unit. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Marlin pour la liste d'Union de la gauche Ensemble pour Tulle. Bonsoir également. Bonsoir à vous, bonsoir aux tullistes. Et Thierry Grec pour la liste RN, Rassemblons pour Tulle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 4 listes au premier tour à Tulle, c'est une première. En 2020, il n'y avait que 2 candidats. Vous allez d'ailleurs voir d'ici peu les résultats du scrutin à l'époque qui s'affichent sur votre écran, avec une large victoire de la liste d'Union de la gauche menée par Bernard Combe face à la liste de Raphaël Chaumeil d'hiver droite. Bernard Combe, vous vous représentez pour un 4e mandat, mais sans avoir réussi cette fois-ci à faire l'union de la gauche dès le premier tour. C'est pour ça aussi que vous avez mis un petit peu de temps à déclarer officiellement votre candidature. Jusqu'au bout, vous avez espéré arriver à réunir toute la gauche derrière votre nom ? Non, ce n'est pas ce que j'ai cherché. J'ai d'abord cherché à comprendre comment la France allait se débrouiller de trouver un budget qui nous permette de travailler ensuite pour les années suivantes et pour l'année 2026. Étant que le risque de dissolution était important, je ne souhaitais pas me présenter à cette candidature. Pourquoi ? Parce qu'après, on aurait pu éventuellement reporter les élections municipales et c'eût été un problème. Bernard Combe, ce serait pour vous un 4e mandat. Est-ce que vous ne craignez pas une forme d'usure ou de lassitude ? Alors il faudra d'abord poser la question aux tullistes. En ce qui me concerne, je ne ressens aucune lassitude. J'ai toujours une énergie vivace. J'ai réussi, malgré tout, grâce à une équipe qui sera foncièrement renouvelée, mais aussi expérimentée, imaginer les contours d'un nouveau mandat. Pour moitié à peu près, hein, le pour moitié, oui, c'est liste. ça environ, parce que j'ai l'expérience, parce que j'aime beaucoup cette ville, parce que je ressens intimement les tullistes, je les connais, je connais leurs peurs, je connais leurs envies, je connais leurs attentes. Nous avons essayé toutes ces années d'y répondre. Vous êtes ici dans un théâtre, une scène nationale conventionnée, Brive-Tulle. C'est une œuvre que j'ai constituée avec d'autres et que j'ai souhaitée, que j'ai attendue, pour laquelle je me suis battu. Voilà, une scène nationale, c'est important pour la culture, pour le rayonnement d'une ville. J'ai agi toujours avec humilité, parce que je pense que c'est important de bien comprendre ce qui est attendu et d'y répondre. Les enjeux de demain sont encore plus forts. Il faut de l'expérience, il faut de l'humilité, il faut de l'écoute et il faut de la capacité d'agir. François Hollande, dont vous êtes un proche, est en retrait dans cette campagne locale et municipale. Est-ce qu'il la scrute tout de même à un an de la présidentielle ? Est-ce qu'il vous donne son avis sur votre campagne et sur cette campagne globalement ? Bien sûr qu'il donne son avis, bien sûr qu'il est très attaché à ce qu'il va se passer à Tulle demain et qu'aujourd'hui les conditions de cette élection sont différentes de d'habitude, donc je crois qu'il est encore plus attentif. Il essaie de bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'histoire locale et dans l'histoire nationale. On voit que le récit est en train de changer. Mais en même temps, je pense qu'il souhaite notre victoire, c'est évident, et qu'il fait tout pour l'accompagner à sa place, tout simplement. Nicolas Marlin, vous êtes travailleur social et secrétaire fédéral du PC en Corrèze. Vous êtes une des 2 têtes de liste de Ensemble pour Tulle. Dans quelques minutes, vous nous expliquerez cette particularité. Mais tout d'abord, un mot sur la raison d'être de cette liste d'union de la gauche et des écologistes. Pourquoi ne pas être parti, comme en 2020, dès le premier tour avec la liste de Bernard Combe ? Vous l'avez dit, c'est la liste d'union de la gauche que nous portons aujourd'hui. Une liste qui s'inscrit dans la tradition tulliste depuis très nombreuses années, celle de faire l'union de la gauche, parce que nous avons à cœur de porter cette valeur de la gauche qui est le collectif. Donc nous avons travaillé longuement, nous avons consulté, nous avons discuté avec tout le monde, et il se trouve que nous portons aujourd'hui cette liste d'union de la gauche. Pour vous, c'est une union aboutie à gauche, quand il manque une partie justement de cette gauche ? Écoutez, il manque une partie de cette gauche, mais toujours est-il que nous avons réussi à réunir
le plus grand nombre de partis politiques et de citoyens de gauche derrière notre liste. Après, nous verrons ce qui se passera ensuite. L'originalité, la particularité qu'évoquait Mathilde il y a quelques instants, c'est que vous êtes un binôme à la tête de votre liste avec Stéphanie Perrier. Expliquez-nous, si votre liste l'emportait, il y aurait donc 2 maires, une cogestion? Tout à fait. Nous proposons une proposition novatrice qui est en quelque sorte de décentraliser le pouvoir et les décisions et de nous permettre de travailler en binôme sur toutes les compétences de la municipalité, y compris pour la fonction de maire, ce qui nous permettra de nous dégager du temps sur les sujets importants et de décentraliser le pouvoir. Parce que nous croyons, parce que c'est notre slogan, Ensemble pour Tulle, nous croyons que seul, on va certainement plus vite, encore que, mais ensemble, on va assurément plus loin. Alors seul, c'est à droite, Laurent Melin, avec la non-candidature de Raphaël Chaumeil, qui était l'adversaire traditionnel à Tulle de Bernard Combe. Donc vous êtes artisan coiffeur, vous êtes président en Corrèze de la Chambre des métiers et d'artisanat. Qu'est-ce qui ferait que cette fois-ci, la droite pourrait gagner à Tulle? Ce n'est pas arrivé depuis 1991 et l'élection cette année-là du RPR, Raymond Max-Aubert. Comme vous l'avez dit, tout simplement. D'abord, je suis un citoyen tulliste, profondément attaché à Tulle et ses habitants, puisque je suis un acteur économique depuis les années 1999. Et mon engagement, en tout cas, a toujours été tourné vers le département et la région. Aujourd'hui, effectivement, j'ai choisi de mettre toute cette expérience que je peux avoir au travers mes entreprises et les expériences que j'ai dans les organisations professionnelles au profit de la ville de Tulle et ses habitants, et comme beaucoup d'entre nous le font à leur manière, en tout cas. Et au fil des années, donc, effectivement, moi j'ai pu voir partir les jeunes, j'ai vu les quartiers s'essouffler, les rideaux se baisser et les commerces se fermer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, en tout cas aux côtés d'une équipe motivée, jeune, dynamique, de pouvoir relever l'ambition de Tulle, en tout cas par rapport à cette élection. Puisqu'effectivement, comme beaucoup d'entre vous, moi j'ai entendu des discours, j'ai entendu des discours, je le disais, pardon, je suis un petit peu ému puisque c'était la première fois que je débat sur un plateau. Donc, comme je le disais, je suis vraiment désolé, je vais reprendre mon souffle. C'est pas grave, ma question c'était de savoir si c'était finalement une aubaine aussi pour vous que Raphaël Chaumeil ne se représente pas cette année, vous n'avez fait qu'un candidat à droite. Alors c'est une aubaine, non, ce n'est pas une aubaine puisque nous l'avons fait aussi, nous avons choisi de partir en tant que liste indépendante, pour ainsi dire, sans être poussé par un quelconque appareil politique, parce que notre seul parti, mais qui n'est pas un parti politique, qui est soutenu par l'association Corrèze Demain, qui va des sociodémocrates jusqu'aux républicains. Le Rassemblement national, première fois donc que le RN parvient à présenter une liste à Tulle, avec vous comme tête de liste Thierry Grec. Aux dernières élections législatives, dans cette première circonscription, la candidate pour le RN était Maïté Pouget. Vous, on vous connaît peu, vous êtes très discret dans cette campagne et dans les médias depuis le début. En quelques mots, qui êtes-vous finalement? Je vous laisse vous présenter, nous expliquer la raison de cette présence en tête de liste. Ma candidature est d'abord une décision personnelle et un engagement envers ma ville. Depuis longtemps, j'observe son évolution, ses forces, mais aussi les difficultés qu'elle rencontre. Beaucoup d'habitants expriment aujourd'hui des inquiétudes, mais aussi une forte attente. Voir la ville avancer, retrouver son dynamisme, sa confiance et son rayonnement. À un moment, je me suis dit qu'il ne suffisait pas d'avoir un regard sur les choses ou d'en discuter avec d'autres. Il faut aussi être prêt à prendre ses responsabilités et à proposer une direction, un cap clair. Je m'engage parce que je veux être utile à ma ville, à ses habitants. Je souhaite agir pour améliorer le quotidien, prendre des décisions réfléchies, pragmatiques et transformer notre vision pour Tulle en action visible et efficace. Mon engagement vient de ma volonté de ne pas rester spectateur avec un objectif simple, améliorer la qualité de vie des tullistes, soutenir l'activité et préparer l'avenir. C'est dans cet esprit de responsabilité et d'engagement que je me présente devant les électeurs. Est-ce que cet engagement, est-ce que monter une liste de votre parti dans cette commune marquée par l'histoire n'a pas été trop délicat? Non. Non, on a eu de bons retours. On est allé, sur les taper aux portes. Et donc, on a réussi, à trouver une liste relativement facilement. En même temps, on a eu des contacts avec les tullistes. Et donc, ça a été très bien.
et avec tous les touristes. Thierry Grec, on va voir le score de votre parti aux élections de 2024. À Tulle, aux législatives, le RN obtient 26,70% des voix, derrière François Hollande, mais devant le candidat de la droite, Francis Dubois. Et aux européennes, le candidat du Rassemblement national a totalisé quasiment le même score, 26,73% des voix, en tête devant la liste d'Union de la gauche. Est-ce que vous comptez aussi sur ces scores pour faire une percée au municipal à Tulle? Nous avons des électeurs sur Tulle, nous avons donc une liste. Maintenant, ce sera, comment dire, la démocratie de voir ce qui est. On ne les connaît pas bien d'ailleurs, les gens qui sont sur votre liste. C'est dommage. On ne connaît pas leur visage, on ne connaît pas ni la profession qu'ils exercent. Pourtant, ils se présentent pour être élus. Oui. C'est pas, comment dire, obligatoire dans une campagne, simplement le nom. C'est pas obligatoire. En plus, c'est mon choix, je l'assume. Alors le nom, et puis éventuellement aussi, j'allais dire, vous assumez le fait que votre liste est une liste RN. Oui, clairement affiché effectivement oui, sur votre acte et profession de foi. Oui, bien sûr, nous avons des électeurs, donc on assume une liste RN. Mais de toute façon, comment dire, dans le climat actuel, j'ai préféré protéger mes colistiers et qu'ils ne se, comment dire, découvrent pas totalement. Tout simplement, qu'ils ont leur nom, ils ont, comment dire, l'identité obligatoire, mais avec ce qui s'est passé, comment dire, à Lyon. Et le problème, comment dire, lorsqu'on donne notre opinion, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont très, très agressifs et qui risquent, comment dire, de s'en prendre, comment dire, à mes colistiers. Et donc, j'ai préféré les protéger et ne pas, comment dire, de mettre une cible sur leur visage. Il faudra bien qu'ils se découvrent, pourtant, lorsqu'ils siégeront. On verra à ce moment-là. Est-ce que ce n'est pas une manière de surfer finalement sur le poids national du Rassemblement national sans localiser justement, identifier ici le propos et les individus? Non, pas du tout. On fait simplement, comment dire, une campagne locale et on ne nationalise rien du tout. On fait la campagne locale pour Tulle et pour les tullistes. Vous pensez pouvoir arriver en tête au soir du premier tour avec cette dynamique? je ne sais pas du tout. On verra bien, comment dire, à la fin du premier tour. Franchement. Laurent Melin, est-ce que vous pensez que vous pouvez remporter les élections à Tulle sans vous allier avec le Rassemblement national? De toute façon, nous, notre positionnement est très clair. On ne se ralliera pas donc au Rassemblement national. Pour autant, nous avons toutes nos chances également, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes poussés et en tout cas encouragés par l'association Corrèze Demain, qui va des sociodémocrates jusqu'aux républicains et qui nous positionne sur un échiquier politique centre-droit qui nous permettra, au regard d'une liste issue de la société civile, en tout cas de nous positionner, je l'espère, dans les tout premiers pour le premier tour. Même question à vous, Bernard Combe et Nicolas Marlin. Est-ce que vous pouvez gagner cette élection municipale sans vous unir au second tour, Bernard Combe? Il faut être un peu pragmatique, regarder la situation politique telle qu'elle s'offre à nous. 18 ans maire, avec à chaque fois une union de la gauche pratiquée, du premier jour jusqu'au dernier, à chaque fois avec, je pense, des personnes engagées, loyales, sans aucun doute, et je l'espère sincères quand elles m'ont accompagné pendant toutes ces années. Je ne participerai pas au cœur de la diabolisation de LFI, comme le font trop de gens. Je connais beaucoup d'électeurs et d'électrices et je respecte leur choix. Mais je vous indique quand même que nous nous sommes rencontrés, que nous avons discuté et que j'ai bien compris le jour de la réunion générale où les différentes sensibilités que représente aujourd'hui Nicolas étaient présentes, et il y a été question bien sûr de ma candidature comme tête de liste, et le représentant LFI de cette réunion a indiqué qu'il était hors de question que je sois tête de liste dans ce cas de figure, le cas d'une union, et que le bilan n'était pas bon. Donc, considérant ce mépris, il a bien fallu que je trouve une solution, et je pense que cette genèse, elle est grave, elle est dangereuse, qu'il faudra que nous discutions, peut-être le moment venu, mais en tout cas, quand l'union n'est pas possible au départ, ça n'est pas forcément la faute d'un seul ou d'une seule situation ou d'une seule personne. Nicolas Marlin, une quadrangulaire est tout à fait possible et envisageable à Tulle au second tour. Si personne s'unit, on peut imaginer que le score du premier tour se répète le soir du second tour. Vous entendez quand même, j'allais dire, le début d'ouverture de Bernard Combe. Vous seriez prêt à vous unir au second tour si besoin était ? Écoutez, notre démarche, je vous l'ai expliqué, c'est une démarche de rassemblement et d'union de la gauche.
qui s'inscrit dans une tradition qui a toujours eu lieu à Tulle. Donc effectivement, nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté, et puis je ne fais pas une candidature, nous ne faisons pas une candidature de témoignage, nous avons un vrai projet avec des candidats, une liste que j'aime à dire qu'elle est construite dans la vraie vie, c'est-à-dire avec des gens qui côtoient les galères du quotidien, qui connaissent les fins de mois difficiles, qui sont pour la plupart et pour la totalité même engagés dans les associations, engagés sur la commune, sur la vie de la commune. Ils ont toute légitimité à être candidats sur cette liste. Et au second tour, si nous avons la possibilité d'y être, selon toute vraisemblance, nous resterons. Avec toujours cette envie de rassembler, et tout le monde est le bienvenu, à condition de respecter effectivement notre méthode et effectivement les idées progressistes et sociales que nous proposons. Les messages sont passés. Alors avant de passer à vos programmes, un mot sur l'intercommunalité, Jérôme. Tulle-Agglo, 45 communes, 43 000 habitants. Et cette question, qui pour succéder à Michel Breuil? Le président doit-il forcément être un tulliste? Je me tourne vers vous, Bernard Combe. Si vous êtes réélu, vous ne souhaitez toujours pas être aussi président de Tulle-Agglo? Non, parce que je pense que c'est un cumul qui est compliqué aujourd'hui au regard des compétences qui sont exercées par Tulle-Agglo. Des compétences importantes dans une communauté qui est large, qui est certes composite d'un point de vue géographique, mais qui est complexe à administrer, avec des faiblesses et des forces qui sont, je pense, conjugables, et une ville-centre qui peut-être fait un peu moins d'habitants que dans d'autres grandes agglomérations ou moyennes agglomérations, où en général on a plutôt une moitié de la population qui représente la ville-centre. Là, on est plutôt sur un tiers, donc on a une situation un peu particulière. Moi, ce que j'ai dit, et depuis le début, parce que je ne l'ai pas entendu dans le débat, et peut-être on va l'entendre aujourd'hui, c'est que je pense qu'un tulliste doit être président de l'Agglo, ou une tulliste présidente de l'Agglo, que ce sera décidé, bien sûr, en dehors de la ville de Tulle elle-même, puisque c'est lorsque l'Assemblée constituée par les différents élus sera mise au jour, que nous pourrons choisir. Pourquoi la ville de Tulle doit être présente au niveau de la présidence? Parce qu'il faut de la compétence autour de la ville-centre. La ville-préfecture a des missions particulières. Elle doit être accompagnée par l'agglomération. Je trouve aujourd'hui qu'elle ne l'est pas assez sur certaines compétences et dans la charge qui en incombe aux tullistes. Je prends l'exemple tout simple du conservatoire de musique. Aujourd'hui, le conservatoire s'élève à un coût de gestion pour la ville de Tulle de 1 400 000 € et l'Agglo distribue royalement 160 000 € alors qu'elle présente 70% des élèves dans le conservatoire. Je dis simplement qu'il faut de la justice. Le pouvoir d'achat des tullistes doit être préservé et à ce titre, je pense que le président ou la présidente que nous choisirons devra s'engager sur des thématiques de cette nature. Nicolas Marlin, si jamais vous étiez en possibilité, en capacité d'avoir la présidence de Tulle-Agglo, là aussi, ça serait un binôme. Comment vous voyez les choses? Alors, je partage cette idée selon laquelle, pour que la ville-centre redevienne une ville-préfecture dans tout son rayonnement, il nous faudra effectivement un tulliste à la présidence de l'Agglo. Écoutez, on verra à ce moment-là ce que nous ferons, mais en tous les cas, effectivement, nous l'avons bien en tête et nous avons déjà, parce que nous sommes prêts, réfléchi à qui occuperait quelles compétences, celles qui nous paraissent les plus adaptées pour faire rayonner et redonner de la vie à notre ville. Laurent Belin, candidat à la présidence de Tulle-Agglo éventuellement. Nous sur l'Agglo, donc nous souhaitons appliquer en tout cas la même méthode que nous avons eue pour la ville, donc avec beaucoup plus de proximité, de transparence. On a bien compris effectivement que l'agglomération est un acteur essentiel en tout cas, et c'était la compétence clé pour la ville de Tulle, et qu'elle dispose naturellement de moyens financiers bien supérieurs, en tout cas importants, que la ville de Tulle. Nous avons déjà eu des échanges avec des maires qui composent l'agglomération et qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits du fonctionnement, et que sur la présidence c'est simple aujourd'hui, avant même d'avoir gagné Tulle, je trouve qu'il serait un peu cavalier de désigner un quelconque candidat pour présider celle-ci. Mais bien évidemment, nous souhaiterions en tout cas que Tulle garde la présidence. Thierry Grec, quelle gouvernance pour l'Agglo? Pour l'Agglo, je pense aussi que Tulle devrait garder la gouvernance, surtout dans le sens où c'est le cœur de l'Agglo. Et en plus de cela, c'est aussi au niveau de la population, c'est plus important. Et c'est pour cette raison que j'estime que ce devrait être l'Agglo, qui devrait être dirigé par un tulliste.
Alors il est temps à présent de parler de vos programmes. Tout d'abord, le mieux vivre ensemble et la sécurité. Selon un sondage Odoxa avec le réseau ICI réalisé fin janvier, 55% des Français considèrent que la sécurité et la lutte contre les incivilités doivent être la priorité de leur maire. Avant de vous entendre à ce propos, nous sommes allés tendre notre micro à des tullistes. Regardez. Moi, je me trouve en sécurité, oui. Parce que je peux me promener en ville, je ne me sens pas agressé. Après, peut-être qu'il y a des petites situations qui pourraient être améliorées. Mais depuis quelques années, la ville est équipée de caméras. Est-ce que c'est une ville où vous vous sentez en sécurité? Pas trop. Pourquoi? Mais parce qu'avec tout ce qu'on voit ailleurs, Mais c'est ailleurs. Est-ce qu'à Tulle, vous voyez aussi ce qu'on voit ailleurs? pas pour l'instant, mais on peut se préparer. J'ai jamais trop eu de problème en fait à Tulle, il n'y a pas vraiment beaucoup de délinquance, les jeunes, toutes les générations confondues, c'est assez chouette, l'ambiance globale, donc non ça va, moi je me sens bien à Tulle. Alors voilà pour leur ressenti. Pour ce qui est des chiffres sur la délinquance, voici ceux du ministère de l'Intérieur pour 2024. Je vous laisse les découvrir. On note deux grandes tendances à Tulle, l'importance des violences intrafamiliales et l'augmentation des infractions en lien avec les stupéfiants. Alors justement, Bernard Combe, vous dites que le narcotrafic n'est plus l'apanage des grandes villes. Vous avez même, il y a quelques semaines, écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander d'agir. Est-ce que le narcotrafic est vraiment sensiblement, est-ce que ça se ressent dans les rues et dans l'état d'esprit? Est-ce que c'est vraiment d'augmentation à Tulle? Est-ce que le ministre vous a répondu à ce sujet? Alors, effectivement, et je trouve que le reportage en dit long sur le sentiment de sécurité globale que l'on rencontre à Tulle, et j'en suis heureux parce que quand même... comme a dit une des personnes, oui, mais ailleurs. Mais ailleurs, c'est le problème des autres. Et ici, on doit s'occuper de Tulle. Sur le narcotrafic, oui, nous observons une modification des comportements et des attitudes liées au fait notamment que nous avons une autoroute, l'autoroute A20, qui est beaucoup moins concernée par la vidéoprotection et qui fait qu'on a des sorties d'autoroute et des concentrations sur les villes ou les communes de l'arrondissement de Tulle pour du narcotrafic. Évidemment pas au niveau où on le rencontre dans les très grandes villes ou les métropoles, mais il faut bien considérer la situation, elle est urgente et grave, et on doit se doter, l'État doit nous doter de personnel spécifique pour traiter ces questions. Sur les violences intrafamiliales, on les observe depuis la crise du Covid, elles sont en augmentation très forte, il faut faire attention. Donc vous voyez, on a aussi des points de vigilance à apporter. Globalement, l'esprit de sécurité est bon à Tulle, nous avons fait ce qu'il fallait, une police municipale, de la vidéoprotection de manière tempérée. Maintenant, il faut travailler. Je me permets, Bernard Combe, justement, effectivement, déjà 13 caméras de vidéoprotection, il y en a une dizaine qui sont en cours d'installation, vous proposez d'augmenter les effectifs de la police municipale. Ce qui est quand même regrettable, c'est que ça arrive, M. Combe s'était engagé en 2020 de dire dans les deux, je me dis qu'il cessait 2 années en tout cas pour pouvoir installer des caméras, et il a fallu attendre 2024 et depuis quelques jours, depuis 6 mois maintenant, le relier au centre départemental de supervision, on trouve un petit peu regrettable que cette décision n'ait pas été prise auparavant. Alors sur les délais, donc vous n'êtes pas, j'allais dire, d'accord ou satisfait. En revanche, sur ce qu'il faut faire, finalement, quelle est votre différence, vous et M. Grech, avec ce que propose la liste de Bernard Combe? Est-ce que la question de la sécurité et de comment on lutte contre le sentiment d'insécurité est un marqueur aujourd'hui de la gauche et de la droite? En lisant vos programmes, en tout cas pour vous deux, je n'ai pas senti une énorme différence en fait. Non, mais c'est nous qui avons réagi le premier. Je voudrais rappeler simplement la genèse de notre méthode. Nous avons commencé à travailler le 25 janvier 2025, où nous avons écouté des centaines de tullistes, de manière collective ou individuelle, et qui nous ont fait des remontées sur la citoyenneté, l'environnement, l'économie, dont la sécurité également. Et donc ceux-ci nous ont fait remonter un sentiment d'insécurité. C'est là où nous avons réfléchi avec notre équipe, où nous avons effectivement émis le souhait, en tout cas, de développer le nombre de caméras sur Tulle, qui était au nombre de 13, comme vous l'avez rappelé aujourd'hui, donc renforcer le nombre de caméras et en lien avec le centre départemental de supervision. Et ça, on l'a déclaré il y a maintenant pratiquement une petite année, et on s'est aperçu que dans la foulée, l'équipe de Bernard Combe a également souhaité mettre en place et relier les caméras en lien avec le centre départemental de supervision. Ce n'est pas encore fait, voilà. Sera... Donc nous, on était plutôt proactifs. Alors, d'une part, ça permettait effectivement de lever ce sentiment d'insécurité, mais qui sera appuyé par un diagnostic de sécurité, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un sentiment d'insécurité qui a été remonté.
Donc on veut, du coup, à travers ça, également donc, augmenter les effectifs de police municipale, hein, et en élargissant également leurs horaires. Un grand plan lumière aussi pour lever ce sentiment d'insécurité. Vous savez, quand la nuit tombe, parce que à la nuit tombée, le sentiment d'insécurité est encore plus renforcé. Et bien évidemment, ça nous permettrait de lutter aussi sur les incivilités, hein, qui sont parfois malheureusement trop importantes sur cette ville. Je n'ai pas trop compris. Vous faites un diagnostic avant ou après avoir déployé les caméras? Parce qu'il serait utile nous allons faire, que ce soit fait avant. Non, notre projet, c'est de développer les effectifs de la police municipale, appuyer sur un diagnostic. Pour l'instant, c'est le diagnostic dernier. On va augmenter les effectifs de police municipale, appuyer du diagnostic qui va effectivement nous permettre de savoir combien de personnes seraient le renforcement, et puis les équipements qui seraient déployés donc, pour équiper la police municipale. La police municipale, Thierry Greg, justement, c'est l'un de vos thèmes de campagne sur la sécurité. Armer la police municipale, c'est nécessaire selon vous à Tulle? Disons que le narcotrafic, ça prend des proportions importantes. Dès l'instant où ça commence, c'est un peu comme un cancer, ça va se déployer partout. C'est ce qui s'est passé, dans les grandes villes. Et dans les plus petites, maintenant, ça commence à vraiment, se répandre. Nous, ce qu'on ne veut pas, que notre ville devienne une banlieue parisienne ou une banlieue lyonnaise, marseillaise, etc. Donc on va, développer Là où il y a beaucoup de caméras, d'ailleurs. Très efficace. Les caméras. On va faire aussi un centre de sécurité urbaine, de supervision urbaine. Qui rassemble au moins 3 candidats ici. C'est obligatoire. Et nous, nous augmenterons la police municipale, ensuite, en fonction de ce qui va découler. Mais vous imaginez jusqu'à l'armée, jusqu'à armer cette police. Jusqu'à armer cette police, oui. Pour éviter, pour de suite contraindre, les narcotrafiquants. Vous pensez que la police municipale peut lutter contre les narcotrafiquants? Non, mais elle peut, elle peut protéger. Il faut coordonner la police municipale avec la police nationale. Et dans ce cas-là, la police municipale pourrait intervenir pour sécuriser le tour, et la police nationale aurait une mission en synergie avec la police municipale d'enquête. Voilà. Marlin, vous avez un petit peu de retard en termes de temps de parole. Alors vous, le mot sécurité n'apparaît tout simplement pas du tout sur votre programme. On parle de tranquillité publique. Voilà, j'allais vous demander. C'est la compétence de la mairie, en fait. Nous devons assurer la tranquillité publique là où l'État, je rejoins, doit reprendre cet engagement pour qu'il y ait de vrais moyens qui soient donnés aux municipalités, qu'elles ne soient pas obligées de se substituer à l'État. On parle de tranquillité publique et on parle de paix. Vous voyez, alors, je ne sais pas si ça apparaît sur les programmes des autres candidats. Je pense que c'est important aujourd'hui de parler de paix quand on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui. Vous l'avez montré dans votre reportage. On fait de ce sujet de la sécurité, c'est là qu'on voit que tout l'argumentaire du Rassemblement national s'effondre. Parce que les gens disent on se sent en sécurité, ailleurs il y a de l'insécurité, mais ici ça va, pas trop eu de problème. Et vous l'avez démontré. La violence qui augmente, elle vient des violences intrafamiliales pour la grande majorité. Avec des caméras, on règle les problèmes de violence intrafamiliale. Est-ce qu'en armant la police municipale et en augmentant ses effectifs, j'entends que c'est la course à l'échalote sur ce plateau ce soir, est-ce qu'on règle le problème de la violence intrafamiliale? Non, il faut des moyens humains, de la prévention, aller s'attaquer au problème à la source. Parce que quand vous mettez une caméra, elle enregistre le fait délictueux, mais le fait délictueux a déjà eu lieu. Donc c'est intéressant, important, d'aller régler le problème avant, sur le narcotrafic, de faire du repérage des situations d'addictologie. Si des gens pratiquent le narcotrafic, c'est qu'ils sont dans des situations de précarité. Donc il faut les aider à être accompagnés vers l'emploi, la formation, et qu'ils aient de vrais moyens. Nous prévoyons d'augmenter, d'embaucher un éducateur de rue supplémentaire pour qu'il y ait une vraie équipe de prévention spécialisée qui aille vers les gens, discuter avec eux, les orienter vers les associations. Ce sont des solutions qui ont été faites dans toutes les grandes villes et ça n'a pas marché. Mais les caméras, si ça fonctionnait, les caméras, ça permet de documenter les délits et ensuite de pouvoir justement... Vous n'êtes pas d'accord pour attaquer les problèmes à la source? Mais les problèmes à la source, il y a aussi, les problèmes... Mettez une arme sur la tête de quelqu'un
Et ça va régler les problèmes de C'est- violence intrafamiliale, monsieur Grech. Non. Vous avez une curieuse façon d'envisager la tranquillité publique en armant les gens. Comme si à Tulle, nous étions... On n'arme pas les gens, on arme la police municipale. Et la certes. police municipale, ce sont quand même des gens qui ont été formés. Et Ah mais nous, nous justement- voulons la former, voilà. monsieur Grech. On veut Elle est qu'elle soit déjà formée au formée. repérage des violences intrafamiliales, Elle est formée. qu'elle soit formée au repérage des Et c'est pas des situations médiateurs qui d'addictologie, vont régler, comme qu'ils vous dire, aillent ce genre de discuter problème. avec les gens, que ce soit une vraie police de proximité, des gardiens de la paix. Parce que la responsabilité de la sécurité, elle est due à l'État. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Vous pourriez candidater pour être préfet, monsieur Grech, vous êtes trompé d'élection. Après, on ne peut Ils ne sont pas élus, les préfets. On ne peut pas nier non plus que la hausse de la délinquance va augmenter. Moi, j'ai relevé des chiffres sur le Conseil local de sécurité émis par la préfecture. Ils ont quand même augmenté de 47%. Non. Donc voilà, Non, si, ils ont pas augmenté, non. 47%. C'est leur élucidation qui a augmenté de 47%. Du Pas coup, confondre, on s'aperçoit bien, et vous l'avez attention, dit, ça rassemble attention. tout le monde. Hein. La sécurité, ce n'est pas un problème de droite, ce n'est pas un problème de gauche, c'est bien un droit fondamental qui doit être mis en place. Et je vous rejoins complètement. Il faut effectivement de la répression quand il le faut, mais il faut également de la prévention. Nous prévoyons également, donc effectivement, de renforcer le nombre d'éducateurs de rue pour protéger, on va dire, les jeunes les plus exposés. Alors le temps passe. J'ai un mot quand même. Moi, je n'armerai pas la police municipale à ce jour. D'abord, on ne sait pas ce qui pourrait advenir de la loi au général. Ensuite, on a aussi déjà, si on veut bien comparer la situation, 4 policiers municipaux à Tulle et 6 personnes en charge du domaine public. Ça fait déjà 10 personnes. Un médiateur de rue, un médiateur social de rue. Ça fait 12 personnes. On va rajouter 1 ou 2 policiers pour générer dans les quartiers une police de proximité plus importante. Ça s'arrêtera là. Sur la vidéoprotection, le rattachement au centre de supervision, je demanderai, si je suis élu comme maire, à être coprésident du centre de supervision, parce que c'est nous qui devons vérifier aussi comment ça se passe au niveau du contrôle de l'image. C'est très important pour la liberté et les libertés publiques. Et il faut rester raisonnable et raisonné. Cette ville, elle est tranquille. Les gens s'y meuvent. On l'a vu facilement. Le soir, on peut sortir, aller au restaurant, rentrer. Les voitures ne sont pas vandalisées. Il faut arrêter aussi le grand cinéma de l'insécurité globale. Ça n'existe pas à Tulle. Il faut juste ajuster et maîtriser les coûts. Un policier municipal, c'est 40 000 à 45 000 euros par an. Alors vous allez me dire combien vous allez faire. Non, mais les Je vous tuilistes stoppe, il nous reste 20 minutes de débat. Les donc, tuilistes ont quand même émis ce sentiment d'insécurité qu'ils avaient, qu'il faut vérifier. Même si- Écoutez, M. Même Combe, si c'est la remettre en sécurité- cause. Ça a été dit par C'est remettre en cause, en Mais tout non, cas, je ne remets pas en cause. J'écoute. Si, c'est remettre en cause, en tout cas, les auditions qu'on a pu avoir avec des centaines de tuilistes qui nous ont fait remonter ce sentiment Très d'insécurité. Donc, bien. il est bon d'y J'aimerais- répondre à travers ce Parfait. diagnostic. J'aimerais qu'on vous entende à présent sur la question de l'attractivité de Tulle. Je pense que c'est un thème qui intéresse autant même que la sécurité les tullistes, avec 2 chiffres. Tout d'abord, qui va apparaître sur votre écran, celui de l'évolution de la population. Et Tulle qui a perdu 2150 habitants en un quart de siècle. Et ce chiffre à présent de la vacance commerciale, avec 19,3% des commerces qui sont vides, c'est plus que la moyenne nationale pour des villes de cette strate. Et puis voilà ce que disent les tullistes que nous avons interviewés à propos de l'attractivité de Tulle. On les écoute. Ça a beaucoup changé en 50 ans. Maintenant, le rouge en Jaurès, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. Et avenue Victor Hugo, ça ferme les uns après les autres. C'est un peu le serpent qui se mord là, qu'on veut plus de commerce, mais personne ne vient non plus dans les commerces. Beaucoup de gens se plaignent du stationnement, je ne suis pas sûr que ce soit la seule problématique. Il y a aussi pour les commerçants, je pense, le prix des loyers. J'y suis la journée pour travailler. J'ai 40 minutes de route. C'est vrai que pour avoir quelques collègues qui habitent à Tulle, les loyers sont particulièrement chers. Et alors que bon, à quelques minutes d'ici, on retrouve une qualité de vie qui est différente et pour un prix plus intéressant. Ça devient un peu une ville de vieux maintenant. Ils font plus rien pour les jeunes, il n'y a plus trop de bars, il n'y a plus trop de boîtes, il n'y a plus rien. Parce que quand on est jeune cadre, on n'a pas trop envie de venir ici. Ça va globalement, sauf qu'il n'y a pas énormément d'activités quand même. C'est une chouette ville quand même, culturellement parlant, il y a des choses qui se passent, c'est chouette. Alors, on a entendu les tullistes parler de loyer, entre autres, dans ce micro-trottoir. Nicolas Marlin, le logement, justement. C'est un point important de votre programme. Vous voulez notamment mettre en place un permis de louer. Pourquoi, comment ? Alors, tout à fait, il nous paraît indispensable que les logements qui soient proposés à la location soient à la fois dignes, décents, et qui soient à des niveaux de loyer, les personnes qui ont parlé l'ont dit, qui soient raisonnables pour que se loger à Tulle, ce ne soit pas un coût démesuré. Tulle est quand même une ville qui compte 17% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et dont 50% des habitants vivent avec moins, j'espère que vous le savez,
de 1 778 € par mois. Et c'est le revenu, pas le salaire. Donc c'est important qu'on puisse effectivement s'assurer que le logement soit digne et qu'il soit à des tarifs raisonnables. Et remettre sur le marché des logements vacants, c'est aussi ce que vous proposez pour équilibrer ce marché, mais comment ? Tout à fait. Il faut qu'on aille engager une discussion avec les propriétaires et qu'on arrive à les convaincre, et nous, assurément, nous saurons le faire pour qu'ils puissent remettre en location des logements pour que tout le monde puisse se loger à Tulle, c'est important. Alors sur le plan commercial, pour retrouver de l'attractivité, du dynamisme, vous dites aussi, Laurent Melin, qu'il faut recentrer l'activité commerciale et ne plus forcément avoir deux cœurs de ville. C'est effectivement un des projets que le repense. Vous l'avez dit, hein, nous avons perdu 1400 habitants depuis 2020 versus plus 500 en 2020. Donc naturellement, la vacance commerciale a augmenté puisqu'elle est passée de 16 à 20%. Et contrairement à des villes moyennes qui, eux, ont vu leur taux de vacances diminuer de 37%. Donc ça, c'est le constat. Dès lors, nous, Monsieur Combe, je vous vois hausser la tête, c'est des chiffres que nous avons vérifiés. C'est la seule ville qui perd des commerces, c'est vrai, en France. On n'est pas la seule, mais 37% en tout cas ont baissé leur taux de vacances, et je parle bien de ceux qui ont baissé et pas ceux qui ont stabilisé. Okay. Donc pour nous, effectivement, il est important, parce qu'on parle de l'avenue Victor Hugo, et s'il y en a un qui connaît bien l'avenue Victor Hugo autour de cette table, je crois que ça peut être moi. Victor Hugo aussi, oui, non, mais je la connais en étant acteur économique depuis maintenant des années 99, où j'emploie encore 6 personnes. Et notre volonté à nous, c'est de concentrer effectivement les commerces existants, de manière à faire un seul cœur de ville au regard autour de l'avenue Jean Jaurès. La rue Jean Jaurès pourrait être effectivement le lien qui permettrait à l'avenue Victor Hugo et au quartier d'Utrecht de pouvoir se relier. Et naturellement, nous allons nous approprier le projet de l'avenue Victor Hugo en concentrant donc les commerces, parce qu'après on ne réhabite pas une avenue Victor Hugo de la même façon quand vous avez une unité commerciale et quand vous avez un logement résidentiel. Donc il va falloir repenser tout ça et ne pas fonctionner comme quand nous avions 24 000 habitants, j'ai envie de dire en tactique de quartier, tactique de la gare, tactique du Trek, quartier du Mulaté. L'idée, c'est d'avoir une vision globale de notre ville, de Tulle. Thierry Grec, quelle vision justement pour défendre ce commerce de proximité et de centre-ville ? Alors, déjà, pour défendre le commerce de proximité, il faut déjà remonter un petit peu. Il faut, des habitants, il faut ramener des habitants. Et le problème, c'est que sur Tulle, il faut, ramener de l'emploi. Voilà. Il faut ramener, des industries, l'agroalimentaire, ou bien, en fonction du bois, ce sont des activités de notre territoire, du savoir-faire qu'on a déjà depuis longtemps. Et donc, il faut ramener, des emplois industriels pour pouvoir ensuite avoir plus d'habitants, des personnes qui vivent, sur notre territoire. Alors comment on fait pour amener plus d'emplois sur le territoire ? Il faut, permettre à des entreprises, comme par exemple un abattoir, à s'implanter sur le territoire. Il faut qu'on voit, avec l'agglo de Tulle, et puis on peut commencer à avoir des industries qui puissent s'implanter. Voilà. Et il faut que la mairie aide les entreprises qui veulent s'implanter, tout simplement. Face à la concurrence d'Internet également, qu'est-ce qu'un maire aujourd'hui d'une ville moyenne peut faire ? Alors, le problème, d'Internet, c'est un problème global. Un maire tout seul, je ne vois pas trop, ce qu'il peut faire. La seule chose qu'il puisse faire, c'est d'avoir, des commerces locaux qui travaillent, avec des agents sur le territoire. Voilà, tout simplement. Tu l'illustres un petit peu ces difficultés que rencontrent aujourd'hui les villes moyennes en termes d'attractivité et de maintien du tissu commercial. Il y a ça, puis aussi, la politique européenne, mais là, c'est plus, du domaine national. Voilà. Mais sinon, nous, sur Tulle, il faut qu'on réussisse à ramener des emplois qui soient locaux. Voilà. Bernard Combe, soutenir l'activité économique, c'est également un point de votre programme pour... Oui, un point, mais c'est aussi une continuité. Lorsque nous arrivons à installer, à relocaliser dans la ville le centre départemental de la Caisse de sécurité sociale pour réunir 300 emplois et en récupérer d'ailleurs 50 qui viennent de l'extérieur. C'est un processus dynamique que nous entamons et très important. Quand nous mettons un centre d'appel de la CAF au centre 19 000 et que nous le maintenons à hauteur de près de 80 emplois aujourd'hui, c'est de l'activité de service qui rend importante l'activité économique au sens de l'emploi. Lorsque nous développons les industries de défense, à l'endroit où nous les trouvons, c'est le
même objectif. Aujourd'hui, 30% des consommateurs se rendent dans les magasins pour rechercher leur colis. C'est 30% de personnes qui ne vont plus dans les magasins pour acheter des produits qui sont sur place. On a à Tulle aussi des magasins qui ouvrent, des magasins très dynamiques. Je pense que personne ne s'est vraiment saisi du dossier de l'avenue Victor Hugo et de sa restructuration. Non, parce qu'aujourd'hui, nous en sommes à 56 commerçants de l'avenue Victor Hugo qui sont d'accord avec le projet de restructuration. Monsieur Melin, vous n'avez jamais mis vraiment en exergue ce projet parce que... Comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez dire ça? Vous avez été présent aux réunions, mais oui. vous ne dites pas... Alors, vous allez peut-être me le dire aujourd'hui, que vous allez entamer la restructuration de l'avenue Victor Hugo. Je pense avoir été assez clair en redisant que on allait s'approprier le projet de l'avenue Victor Hugo, mais en tenant compte de notre objectif aussi de reconcentrer les commerces sur le bas de l'avenue Victor Hugo pour faire le lien avec la rue Jean Jaurès, parce que le seul fait de la redynamiser comme vous le proposez ne suffira pas. Puisque ce qui permet aujourd'hui aux chalands de pouvoir se déplacer et se promener agréablement, c'est d'avoir une densité commerciale assez forte. Il faut repenser cette ville dans son ensemble et plus raisonner aujourd'hui comme à l'époque, comme nous avions 24 000 habitants, je le disais tout à l'heure. Nous en avons perdu encore 1400, j'insiste sur ce fait-là. Donc on est obligé aujourd'hui de redensifier l'appareil commercial sur Tulle, en s'appuyant aussi sur les chambres consulaires pour lancer des enquêtes aujourd'hui. Quel est le besoin aujourd'hui en termes d'appareil commercial sur le territoire tulliste? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi observer qu'il y a un déficit. J'aurais aimé vous entendre aussi sur la question de la qualité de vie, mais si on veut parler environnement, on pourra peut-être faire... parler des jeunes quand même, parce que ça a été évoqué dans votre reportage, allez-y, Nicolas, que effectivement, ça manquait d'attractivité pour les jeunes. Et donc nous avons un projet qui est particulièrement intéressant, c'est pour ça qu'on le défend, qui est d'ouvrir une maison des jeunes. C'est d'ailleurs un projet qui devait être effectué sur ce mandat, et nous concevons cette maison des jeunes comme étant un lieu où il y aura des associations, parce que, je le rappelle, notre projet remet les associations au cœur des décisions municipales, et nous entendons bien les améliorer, les accompagner. Et puis, effectivement, dans cette maison des jeunes, un lien avec les associations artistiques, culturelles, sportives, mais aussi avec les entreprises du territoire, pour qu'on puisse avoir un accès favorisé et facilité à la formation et à l'emploi, à la santé aussi, parce qu'on a peu parlé de santé aujourd'hui. J'allais y venir, par rapport à l'attractivité. Effectivement, l'attractivité d'une ville passe aussi par la santé. On sait que la santé des jeunes est particulièrement avec un vrai projet pour l'hôpital. Et dans cette maison des jeunes, on prévoit également que ce soit un lieu qui favorise réellement l'émancipation pour que les jeunes restent, pour que les jeunes se sentent bien et pour qu'ils puissent être acteurs et actrices du projet municipal. Alors la santé, si vous voulez, avant de parler de l'environnement, je ne sais pas si on aura le temps. Thierry Grec, comment on fait pour avoir plus de médecins, plus de dentistes à Tulle? On peut leur proposer, on peut leur proposer à la limite un bâtiment pour pouvoir justement, officier. Voilà. C'est déjà fait. Oui, mais bon. Un de plus alors. Un de plus, voilà. Ou en tout cas, plus d'avantages, mais bon, c'est un peu compliqué, je trouve. Oui. Le mieux, ce serait que au niveau national, on puisse enlever ces barrières à la formation des médecins. Voilà. Je ne sais pas, moi je voudrais dire une chose. Le classement de la ville de Tulle, dans le palmarès des villes et villages où il fait bon vivre, c'est 154e sur 34 000. Et il a reculé. Je le dis. Oui, bien sûr. Bravo, vous avez bien lu les statistiques. 11 sur 526 des villes de 10 000 à 20 000 habitants. Donc quand on est 11e sur 526 dans la strate, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a quand même fait un certain nombre de travail et d'actions qui auront nécessité peut-être des investissements, du travail d'élus aussi et du travail avec les associations, ça a été dit. Les jeunes sont dans un pôle universitaire aujourd'hui que nous avons créé de toutes pièces avec une IFSI, un centre de soins infirmiers, aujourd'hui des manipulateurs radio, du génie mécanique, de l'hygiène et de sécurité. C'est près de 1000 étudiants qui sont situés sur un pôle qu'on appelle le pôle universitaire. Bon, aujourd'hui, les jeunes dans la strate 18-22 ans restent davantage à Tulle que dans toutes les autres villes de la même strate. Ça veut dire quelque chose. Quand on garde les jeunes, qu'on les fait se former sur l'espace donné de l'agglomération de Tulle ou à Tulle, on les garde ensuite dans les entreprises pour accompagner le mouvement. Sur l'hôpital de Tulle, je voudrais quand même dire que j'ai accompagné le regroupement des directions communes
Et je l'ai voulu de manière très précise parce que si nous n'avions pas fait ce... Direction commune, Tulle, Brive, Ussel et quelques EHPAD. Si nous ne l'avions pas fait, je le dis très simplement, aujourd'hui on aurait gardé en hôpital de premier recours bien sûr l'hôpital de Brive et qui se serait beaucoup développé. On aurait bien sûr conservé l'hôpital d'Ussel parce que loin de tout il fallait le garder. Et puis on aurait sacrifié l'hôpital de Tulle. Et aujourd'hui on en aurait fait un super centre gériatrique. Je suis là, je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital de Tulle. C'est votre rôle. Je peux vous dire combien... Votre rôle du président du conseil. C'est bien quand on l'assume et quand on Qu'est-ce le que vous voulez revendique. faire? Qu'est-ce que vous voudriez faire de plus en matière de... Non, mais nous, ce qu'il faut, c'est favoriser en tout cas le maintien, et créer une bourse d'études peut-être pour inciter nos jeunes qui pratiquent la médecine. Par l'agglo, par le département, par la ville, par l'État. Et puis, vous l'avez dit, le point de vigilance a été amorcé, mais ça fait partie tout à fait de votre rôle en tant que président du conseil de surveillance. Il y a une vigilance en tout cas sur les transferts de compétences et d'activités qui sont portées par l'hôpital utile qui pourraient partir sur une compétence du coup départementale, une vigilance aussi sur la baisse capacitaire, et puis faire en sorte effectivement. Mais si vous ne détenez pas le savoir. Mais je sais combien il y a. Une vigilance du centre hospitalier ne doit pas, en tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, ne devienne pas, en tout cas, uniquement un centre gériatrique. Il nous reste 4 minutes avant la conclusion. J'aurais voulu vous montrer des palettes qui concernent les projections climatiques à Tulle pour 2050. On ne va pas avoir le temps, mais j'aimerais quand même vous entendre, Thierry Grec et Nicolas Marlin, parce que vous êtes un petit peu en retard sur les questions environnementales. On n'est pas en retard, on avance. En temps de parole. Thierry Grec, il n'y a pas de chapitre environnement à proprement parler dans les tracts, en tout cas ceux que j'ai eus. C'est pas une priorité pour vous? Si, mais la qualité de vie dans une ville ne mesure pas uniquement à ses équipements ou à son activité économique. Elle se mesure aussi à l'environnement dans lequel nous vivons au quotidien. Voilà. C'est-à-dire, il y a, comment dire, dans la ville, l'environnement, c'est surtout, beaucoup, ce sont les façades des bâtiments. Je pense qu'on pourrait aider les propriétaires à rénover les façades, à avoir, comment dire, une ville plus jolie, plus belle. Ensuite, on peut, comment dire, créer des parcs, des squares, des promenades près de la Corrèze. C'est pas Miss France, c'est pas on fait du beau. Ensuite, on pourrait, comment dire... Comment ? C'est pas Miss France, l'environnement. C'est pas juste on refait les façades pour que ce soit joli. C'est aussi, comment dire, c'est aussi ce qui est agréable. C'est ce que voient les gens. La première des choses que voient les gens, ce sont les façades. 500 depuis 18 ans. 500 façades refaites. Alors, on voudrait écouter Nicolas Marlin sur l'environnement parce qu'il nous reste très peu de temps. Il faut continuer. Voilà. Parce que, mine de rien, la ville de Tulle, elle est quand même un petit peu décrépie. Voilà, c'est le sentiment, comment dire, qu'ont les personnes qui arrivent dans Tulle. Très bien. Alors, au-delà du béton, justement, des façades et du bitume, vous proposez, Nicolas Marlin, notamment une végétalisation massive de la ville. À quel point, comment est-ce que justement il y a de la marge pour faire de Tulle une ville plus verte? Ah oui, tout à fait. Partout où nous le pourrons, nous allons végétaliser cette ville. Ça, c'est un enjeu à plusieurs entrées. C'est-à-dire que plus vous végétalisez une ville, plus vous la rendez attractive, plus les gens peuvent se balader tranquillement dans cette ville, pouvoir bénéficier d'îlots de fraîcheur quand il fait chaud l'été. On sait que plus on avance, plus il fait chaud l'été. C'est aussi un moyen de se rencontrer. Et quand les gens se rencontrent dans un parc, je sais qu'il y a des projets de parc urbain. Nous, on a un projet de parc urbain. C'était déjà le cas il y a quelques années. Il y avait un parc urbain. C'est un lieu où on se trouve, on discute, on s'assoit à l'ombre d'un banc. Notre projet, c'est de refaire de cette ville une ville préfecture, une capitale de la Corrèze, qui est la Corrèze, un département rural, nature, donc il faut de la nature dans la ville. Plutôt que de remettre des voitures, puisque j'entends que M. Melin veut mettre des voitures au milieu des arbres, il va nous expliquer comment il va faire pour garder les arbres. Et M. Grec, c'est carrément n'importe quoi, c'est du double sens de circulation partout, alors que... On peut vous expliquer Cabaluse, comme le parc urbain, certains candidats nous l'ont proposé en 2020, ils nous le proposent également en 2026, je pense que ce sera aussi au catalogue en 2032. Vous savez bien qu'il n'est pas bon. Maintenant, j'ai amené ici, si vous voulez voir, donc ce fameux... Alors, il vous reste 20 secondes. Non, il nous reste 20 secondes, mais quand même, je pense que pour les touristes, c'est quand même beaucoup plus joli. Il suffit d'avoir un peu de bon sens aussi. Et nous revenons à l'historique. Il va falloir que... C'est l'heure de conclure, messieurs, je suis désolé. Moins 2 degrés à Place Machin avec la revitalisation de cet endroit. La conclusion, moins 2 20, degrés cet été. 30 secondes maxi, chacun. Une proposition, la proposition que vous souhaiteriez pour Tulle mettre en œuvre si vous êtes élu le 22 mars. Par ordre alphabétique. Bernard Combe, pour commencer. Bon, tout simplement, vous parlez dans la perspective d'une élection, bien sûr.
C'est Tout ça. à fait. Donc, si le 23 mars, la liste Pouvoir Exactement. d'agir est présente et a gagné les élections, eh bien, c'est très simple. Le 24, réunion de l'équipe élue, on travaille sur les délégations et on lance les projets que nous avons présentés aux tulistes, point par point. Et systématiquement, on élabore le plan de financement, enfin en tout cas on le met en œuvre. On démarre les travaux du parking de l'île aux Jouves dans la nuit Turgot pour permettre sa rénovation quelques mois plus tard. Et on travaille et on avance et on est dans une ville heureuse et belle. Thierry Grec. Nous sommes loin d'avoir été, comment dire, aux commandes. Donc la toute première mesure que je prendrai sera de lancer un audit des comptes de la mairie. L'objectif étant connaître précisément la situation financière de la ville, comprendre où va l'argent public et vérifier l'efficacité des dépenses. Prenez le rapport Cet de la Cour audit des comptes. permettra d'établir un diagnostic clair. C'est indispensable pour définir ensuite des priorités crédibles et gérer l'argent public avec rigueur et responsabilité. Nicolas Marlin, cette mesure phare que vous mettriez en œuvre. Nous, la priorité, c'est de refaire de la participation citoyenne. C'est l'enjeu majeur pour nous, c'est que les citoyens et les citoyennes de cette ville puissent redevenir acteurs et actrices du projet municipal. Donc ça passe par des conseils de quartier qui ont été longtemps promis mais pas réalisés, avec un budget participatif et une assemblée citoyenne. Vous l'aurez compris, on souhaite faire participer les citoyennes et les citoyens au projet municipal. Le changement, c'est avec nous et le changement, c'est maintenant. Laurent Melin, déjà entendu. Un axe fort, c'était la citoyenneté. Vous l'avez dit dans les détails, on reprend pour ainsi dire les mêmes choses. Vous avez dit également l'audit financier. Pour nous, il nous paraît indispensable de le lancer, puisque suivant les sources, nous n'avons pas les mêmes résultats. À titre d'exemple, Covid, pour certains, 800 000 euros. Le lendemain, dans la presse, 1 million. Donc on a quelques doutes. Donc l'idée, c'est de lancer effectivement un audit financier. 2023. Et, excellent. Et effectivement, de proposer des objectifs clairs sur 6 ans avec une adaptation à mi-mandat et surtout de faire en sorte que cette ville devienne en tout cas rayonnante ensemble et pour tous. En tout cas, vous serez donc tous les 4 candidats pour ce premier tour qui se tient à Tulle comme partout en France. Donc le 15 mars avec l'ouverture des bureaux ici à Tulle à 8h, fermeture des bureaux à 18h. Une élection que nous vous ferons bien sûr vivre sur France 3 Limousin. C'est la fin de ce débat. Merci à vous 4 d'y avoir participé. Merci. Un débat que vous pouvez retrouver sur Internet. Tout de suite, c'est votre édition Pays de Corrèze, suivie du journal régional, présenté ce soir par Corentin Fouchard. Excellente soirée sur France 3. Et donc, on vous dit rendez-vous dimanche 15 mars pour une soirée électorale exceptionnelle sur France 3 Limousin. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. Merci.